Ce n'est pas facile aujourd'hui de piloter une entreprise. Mais s'il y a un professionnel bien placé pour vous informer, vous conseiller, vous aider dans vos démarches, c'est celui qui est à vos côtés et qui connaît votre situation, votre expert comptable. Prendre une décision de gestion, d'embauche, de création d'entreprise, l'expert comptable. Comptez sur son conseil. Regarde Linda, c'est Cheesy Crust de Pizza Hut, la délicieuse pizza avec la croûte fourrée de fromage fondu, si tu veux vraiment les étonner. La Cheesy Crust est tellement appétissante que vous la commencerez par la croûte. Goûtez la Cheesy Crust dans les restaurants Pizza Hut ou livrés chez vous. Pour 60 millions de Français et 6 milliards de terriens, 24 heures d'information. Personne n'a jamais fait mieux. France Info rapproche le monde. Ce soir, l'inspecteur d'Eric se lance dans une chasse à l'homme dès 20h50 sur France 3. Le meilleur flic d'Europe va devoir se surpasser et battre son propre record de vitesse. À 21h55, dans un cas pour deux, un ancien champion cycliste prend le relais dès sa sortie de prison. Mais, aux surprises, Matula l'attend à l'arrivée. 22h55 dimanche soir, Lionel Jospin, invité de Christine O'Krent et Gilles Leclerc pour une journée et un débat. Minuit 10 après Soir 3, les obsessions américaines de Julien Duvivier les rendent tous fous au cinéma de minuit. Charles Boyer est lui aussi un homme sous influence. 20h50, Inspecteur d'Eric, 21h55, Un cas pour deux, et après dimanche soir, Obsession au cinéma de minuit. Suspense, suspense, ce soir sur France 3. Bonjour et bienvenue sur le plateau Keno, en direct sur France 3 et sous contrôle de l'huissier de justice, Maître Marciro, pour le tirage de ce dimanche 20 octobre. La table tourne déjà, nous retrouverons les 20 numéros gagnants d'ici quelques secondes, mais découvrons pour l'instant le numéro Top Keno. Aujourd'hui, il s'agit du 950 60 377. Le tirage Keno s'achève, les 20 numéros gagnants sont le 65, 23, 54, 51, 50, 45, 43, 46, 47, numéro 2, 59, numéro 4, 70, 26, 28, 31, numéro 5, 56, 25 et le 33. Vous pouvez également retrouver tous ces résultats après validation par huissier de justice sur le 3615 code Keno. N'oubliez pas de valider vos bulletins avant 12h30 et je vous rappelle que le tirage du Keno c'est du lundi au vendredi à 13h30 et le samedi et le dimanche à 13h. Excellente journée et je vous retrouve demain. Pour Ligne de Mire, Jacques Chancel invite Alexandra Cazan, Sylvain Angier et Jérôme Bellet tout de suite sur France 3. France 3, avec la Société Générale, vous donne rendez-vous. Sur France 3, Coupe d'Europe de rugby. Sur son terrain et en direct, Dax part à l'assaut de la redoutable équipe d'Édimbourg. Pour leur premier match décisif, les Landais et leurs 3 internationaux, Rouma, Pelou et Dourte, sont bien décidés à ne pas se faire tailler un kit. Dax, Édimbourg, Sport dimanche à 14h05, Coupe d'Europe de rugby. Allez les petits, sur France 3. So
Diesel Evolution d'Elf. Moins de fumée, moins de particules, moins d'oxyde de carbone. RFI présente Listen to the Planet, un voyage musical autour du monde. Ryuichi Sakamoto, John Lurie, Ravi Shankar, Dead Can Dance. Des compositeurs et interprètes d'aujourd'hui. Listen to the Planet, un cocktail au goût d'une merveilleuse diversité sonore. Allô, la Terre, vous me recevez? Malheur, on perd le contact. Voxpax. C'est bon pour la voix. Voxpax. 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 Tout va bien, j'ai retrouvé ma voix. Voxpax pour la gorge, pour la voix. Un médicament homéopathique des laboratoires Lening. Voxpax. En Mandchourie, dans des steppes immenses, pousse le ginseng. Depuis toujours, les femmes l'utilisent pour leurs cheveux. Il stimule le cuir chevelu et fortifie le cheveu. Aujourd'hui, la recherche Ushuaïa vous restitue dans un nouveau shampoing nature toutes les vertus du ginseng. Pour des cheveux fortifiés dès la racine, robustes, vivants, éclatants de vitalité. Nouveau shampoing nature Ushuaïa, le monde entier est source de beauté. La nouvelle Nissan Primera est équipée de phares qui améliorent la vision de 80%. Le singe est plus attiré par le rouge. Test 2. La nouvelle Nissan Primera est la seule voiture dotée de suspension QF et QT. Le singe préfère les gadgets. Mais heureusement, le soir, Bobo rentre quand même chez lui dans la nouvelle Nissan Primera Turbo Diesel. Au-dessus d'un certain QI, on choisit la nouvelle Nissan Primera. Nissan, on voit les choses autrement. Hôtel Grill Campanile. Pour tous. Pour vous. Oui, pour vous. Pour eux. Pour moi. Pour elle et lui. Pour nous. Pour y manger quand ça vous plaît. Pour y dormir quand vient la nuit. Placer son argent, c'est un peu comme les programmes de télé. Avant, c'était facile de s'y retrouver. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Aujourd'hui, on a le choix et même l'embarras du choix. Sauf que si vous faites le mauvais choix pour votre épargne, c'est beaucoup plus qu'une soirée que vous gâchez. Chez Groupama, votre conseiller vous propose des choix clairs, des placements sûrs, des rendements réguliers pour vous garantir une épargne solide. Au revoir madame, au revoir mademoiselle, au revoir monsieur. En choisissant Groupama, on fait bien plus que s'assurer. Je reçois aujourd'hui les deux animateurs du Festival Robles à l'occasion de la sortie de leur premier album. Ben mon cochon. Alors messieurs, bonjour. Alors, une émission qui cartonne le matin sur Énergie de 6h à 9h, hein. Et après le tube, waouh, ma caravane. Ah, voici enfin l'album. Ben mon cochon. Ah oui, c'est le titre de l'album. Suis-je bête? 41 titres au total avec des parodies, vos meilleurs sketchs. Un album extraordinaire. Ben mon cochon, le premier album du Festival Robles, disponible en disque compact et cassette. Tu veux que je te dise, petit? Denzel Washington veut profiter de sa nouvelle liberté. Dur pour lui. Tu sais marcher comme le blanc, tu sais causer comme lui, tu sais chanter ses chansons, tu sais très bien porter ses costumes, mais tu seras jamais rien d'autre pour lui qu'un trou de balle de chimpanzé qui porte un uniforme. Pour le premier régiment noir américain. Le jour de gloire arrive, lundi à 20h50 sur France 3. Bienvenue à Ligne de Mire. Nos invités, Sylvain Augier, Alexandra Cazan, Jérôme Bellet. Des images d'abord qui sont comme un rendez-vous du souvenir. L'hommage aux plus doués, aux plus insolents, aux plus courtois aussi des imitateurs. L'amical salut à l'extraordinaire talent de Thierry Leluron, parti il y a 10 ans. Je me souviens de notre grand échiquier. Si vous allez au Caire, dites bonjour à ma grand-mère. Elle est exposée au musée, au rayon des antiquités. Car ma grand-mère à moi, elle était plus belle que moi, comme la nature l'avait gâtée. Mon amie, c'était la préférée, sous la grande pyramide. Elle n'a pas pris
une mairie. Le Ramsessoir, ça l'a bien conservé. Et les pharaons et les rois, le comte de Saint-Germain, je crois, furent amoureux. Elle avait mes beaux yeux là, et elle se laissait faire. Jacques Chancel m'a dit que c'était une bonne affaire. J'ai sa photo dans ma cuisine, embaumée sublime. Quand elle voulait se faire draguer, il lui suffisait de danser. Le Ramsessoir, c'était pas compliqué. Hey! Thierry Luron, vous le retrouverez mercredi à 20h50 sur TF1 dans un programme spécial composé par Philippe Bouvard. Après la télévision, la radio. Le nouveau slogan est partout affiché. Nous avons tout changé, sauf vous. En bouleversant sa formule ancienne, Europe 1 affirme d'évidence sa volonté de conserver ses auditeurs et d'en gagner d'autres. Pour cette station qui a tant inventé à ses débuts, c'est la dernière chance. Dans un instant, je recevrai le dynamiteur Jérôme Bellet, mais tout d'abord, cette analyse de Rachel Bossard. Souvenez-vous, il a tout changé, même ça. Arrivé aux commandes d'Europe 1 en juillet 1996, Jérôme Bellet, créateur de France Info et ancien directeur de LCI, réinvente la station. Avec une audience ayant franchi le seuil des 10%, la radio mythique des années yéyé est au plus mal. Pour redresser la barre, Jérôme Bellet fait table rase du passé et lance un concept inédit, la talk radio, la radio interactive. Une émission toutefois a survécu, Génération Europe 1 de Michel Field est même considérée comme émission de référence. Si quelque part l'envie du journalisme, de la radio, des médias est venue, Europe 1 y tient une part absolument énorme. Moi, depuis que je suis là, depuis 3 ans, j'entends dire qu'il faut que ça bouge et qu'il faut que ça change. Et je ne vois pas grand-chose qui a bougé et qui a changé avant cette rentrée. Donc, au moins, la chose qu'on peut dire de l'action de Jérôme Bellet, c'est que, nommé extrêmement tardivement, il a bossé comme un dingue pour, en 1 mois et demi, proposer une radio que personne n'avait encore entendue. Mais l'aura d'une station de radio, elle est liée à des succès d'émissions. Elle est pas lié, je pense, à une politique globale de l'antenne. Donc il faut trouver des émissions choc, des émissions qui frappent. Il faut que, pour l'instant, il y a l'émission phare, celle qu'on a gardée l'année dernière, la seule, c'est celle de Michel Field. Pour le reste, de l'info, rien que de l'info, entrecoupé de magazines divers et variés, allant du récit historique de Frédéric Mitterrand, les légendes du siècle, avec Frédéric Mitterrand. Bonjour, nous allons évoquer aujourd'hui la révolution hongroise de 1956. Suivi du billet d'humeur à 15h de Laurence Boccolini, des idées vécues par Marie-Claire ou encore de 10h30 à 12h du magazine des femmes d'Isabelle Giordano. Nous recevrons dans un instant, juste après le flash de 11h. Mais l'événement de la semaine, c'est le retour de Jean-Pierre Elkabbach. Un Jean-Pierre Elkabbach qui n'a rien perdu de ses talents d'intervieweur. Mais non, vous savez, la France est un pays. Mais non, la France est un pays. De l'info et du talk, une forme de LCI radiophonique en somme, l'interactivité en plus, et c'est bien là la véritable nouveauté. Dans toutes les émissions et à tout moment, l'auditeur intervient et prend part au débat au même titre que l'invité. Pour gérer tous les appels des auditeurs, le standard s'est informatisé. Fini le temps où l'on courait dans les couloirs, portait sur un bout de papier des questions à l'animateur. Je transfère au studio, il faut éteindre votre radio, je vous rappelle sur J'adore ça. Le grand perdant, c'est le divertissement. Quelques ténors du genre, comme Arthur, Jean Roucas, ont été remerciés. Mais fallait-il pour autant supprimer tous les programmes et risquer l'overdose de paroles? Parler aux gens, c'est les divertir. Je veux dire, les avoir au téléphone, c'est aussi les divertir. Leur présenter des comédiens, des artistes, des écrivains, c'est les divertir. Donc je vois pas bien pourquoi en parlant, on ne divertirait plus. L'auditeur ne serait plus diverti ou ne prendrait plus de plaisir à nous écouter. Nous, on a peut-être trop engagé de gens de la télévision pour faire du divertissement. Des gens qui avaient peut-être pas leur place sur cette antenne. À une époque, on avait des pros de la radio, comme les Bellemare et tout, qui étaient des professionnels du divertissement et du jeu. On s'est séparés d'eux à une époque, on a peut-être fait la bêtise de se séparer d'eux, je ne sais pas. Je crois que Jérôme Bellet a voulu justement embaucher des gens qui avaient vraiment envie de bosser, de se retrousser les manches, et on n'est pas là l'histoire de passer 2 heures et d'arrondir ses fins de mois, on est vraiment là pour bosser, pour construire quelque chose. C'est un projet collectif, et voilà quoi. Europe 1, radio de l'an 2000, mais le public suivra-t-il? Contrairement à la télévision, où l'impact est immédiat, il faudra attendre longtemps pour savoir si la réforme Bellet est un succès ou un échec. Europe 1 a bouleversé en son temps les vieilles habitudes radiophoniques. Vous, Jérôme Bellet, vous cassez tout. Alors qu'aviez-vous à reprocher à vos prédécesseurs?
Bon, j'avais rien à leur reprocher de particulier. Casser, c'est une façon de voir. Je pense que je cherche à redonner à Europe 1 une identité nouvelle, une véritable identité. Les radios ont connu un certain nombre de difficultés parce que, comme je l'ai dit souvent, on n'écoute plus depuis très longtemps la radio de la même façon, simplement parce qu'il y a déjà une quinzaine d'années sont nées les radios FM qui ont bouleversé le paysage. Alors, il faut bien se rendre à l'évidence. On a mis 15 ans pour peut-être parfois s'en rendre compte. Et aujourd'hui, c'est Europe qui est frappée. Pourquoi Europe ? Europe simplement parce que Europe, je pense, à l'analyse, avait basé son succès de départ sur 2 piliers principaux, l'information et la musique. La musique a été prise par les radios musicales. Aujourd'hui, la moitié de l'écoute radio est musicale, donc c'est un terrain qui n'appartient plus à Europe 1. Et l'information a été attaquée il y a une dizaine d'années par un type de radio nouvelle, pour ne citer que France Info et la radio d'information continue, qui a bouleversé les habitudes, c'est évident. Alors Jérôme Bellet, tout cela est paradoxal, parce que d'abord, il faut bien considérer que c'est la dernière chance pour Europe. Oui, c'est une dernière chance. C'est la dernière chance. Et d'autre part, vous êtes en train d'attaquer tous vos bébés. Vous attaquez France Info, que vous avez créé. Vous attaquez aussi LCI, mais ça c'est de la télévision, que vous avez créé. C'est donc la passe de 3, jamais 203. Pensez-vous que vous pouvez réussir comme ça, dès le départ ? Oui. Oui. C'est-à-dire vous êtes optimiste, oui. Vous y croyez ? Et bien sûr, parce que je pense que je n'attaque pas, c'est dans la continuité des choses. Il se trouve que dans les 3 cas, le personnage est le même. D'une certaine façon, LCI, même si c'est de la télévision, est la continuité de la réflexion faite sur France Info en matière d'information. Et je pense que Europe 1 est la continuité de la réflexion faite et menée sur LCI, c'est-à-dire avoir face à une information forte aux heures où le plus large public est demandeur d'information, c'est-à-dire de façon classique, matin, midi et soir, c'est comme une posologie. Alors la question est toujours de se dire que faut-il faire entre. La réponse a été avec LCI du talk show, mot difficile à définir. De l'entretien. De l'entretien. Et ce qui se traduit sur Europe 1 par radio parlée. Recherche d'une nouvelle identité au travers d'une radio parlée par opposition aux radios musicales. Mais Jérôme Bellet, quel est votre adversaire ? C'est RTL, c'est France Inter, c'est France Info ? J'ai pas d'adversaire. Je pense, de toute façon, ça n'est plus RTL, par exemple, qui est sur une voie totalement différente. Longtemps, on a comparé l'évolution des 2 périphériques, RTL et Europe 1, ça n'est plus RTL. Il ne faut plus le faire, ça. Ça n'est plus RTL, mais alors vraiment plus. RTL mène sa vie, a réussi remarquablement à tenir son créneau, à Europe 1 de retrouver un autre créneau, plus d'informations, plus parler, mais pas que de l'information, intéressant le plus large public possible, qui va forcément mordre davantage sur un public type France Inter. France Inter et France Inter. Vous le savez, vous prenez un risque. Un très gros risque. Il est calculé ? Il est forcément calculé, sinon ce serait idiot. Oui. Vous avez toute la liberté pour prendre ce risque ? J'ai beaucoup de liberté, oui. J'ai toute la liberté, oui, bien sûr. Je ne l'ai pas pris tout seul. La maison qui m'emploie et qui m'a demandé de le faire le prend avec moi. Si je comprends bien, vous n'avez qu'un seul patron, c'est Jean-Luc Lagardère. Les autres n'existent pas aujourd'hui. Vous êtes le seul qui... Non, vous me le dites, quoi. Oui. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Jean-Luc Lagardère et vous. Ah, Jean-Luc Lagardère m'a confié une mission précise que je vais assumer. Il me l'a confiée directement. Oui. Donc vous êtes le seul patron. Je suis le patron d'Europe 1. Jérôme Bellet, vous avez réussi un très beau coup médiatique en intégrant à votre équipe Jean-Pierre Elkabbach. Pourtant, d'après ce que j'ai lu, vous ne le souhaitiez pas. C'est faux. C'est faux ? Ah, totalement faux. Mais oui, les légendes. Ouais. J'ai toujours dit que les journalistes étaient méchants avec les journalistes. Pas du tout. Le jour où j'ai rencontré pour la première fois Jean-Luc Lagardère et qu'on a fait l'état des lieux et défini les objectifs, je savais parfaitement que Jean-Pierre Elkabbach était derrière la porte et je l'ai non seulement accepté, mais avec plaisir, car ce n'est pas vous qui le démentirez, les intervieweurs sont rares, les très bons intervieweurs c'est rare. Et lui, il l'est. Alors toute la presse a parlé de ce retour à l'antenne et nous avons voulu connaître le sentiment de quelques grands confrères et d'entendre la voix d'Elkabbach lui-même. Reportage de Rachel Bossard et Olivier Ménard. Juin 96, Jean-Pierre Elkabbach quitte précipitamment la présidence de France Télévisions. Octobre 96, Jean-Pierre Elkabbach revient sur Europe 1. 3 tâches lui sont confiées, l'interview de 8h20, l'animation du Club de la Presse et conseiller privilégié de Jean-Luc Lagardère. Jean-Pierre Elkabbach revient donc à son premier amour, le journalisme. Moi, je suis jamais fatigué de ce métier. Quelquefois, même si je ne pouvais pas le dire,
j'enviais tel ou tel qui rencontrait telle personnalité. Et il faut essayer de faire à travers Europe 1 et les autres et moi, refléter ce qu'est en train de vivre la société française et montrer qu'elle n'est pas aussi noire, aussi tordue, aussi sinistre qu'on le lit, qu'on le voit ou qu'on l'entend. Jean-Pierre Elkabbach reçoit l'économiste Elie Cohen, directeur de recherche au CNRS. Elie Cohen, bonjour. Bonjour. La France atteinte demain par les guerres. Jean-Pierre Elkabbach est de retour, c'est indéniable. Qu'en pensent les animateurs d'Europe 1? Réponse de Julie et de l'animateur philosophe Michel Filt. Je suis très contente de retrouver Jean-Pierre Elkabbach à la place où il doit être. Je trouve que c'est ce qu'il fait de mieux, quoi. L'interview d'Elkabbach dans le genre, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'il faut en penser quelque chose? Non, je vous le dirai pas, peu importe. Et puis il a une manière de faire un show qui est une merveille. Il fait son interview comme un chef d'orchestre, il fait des gestes, il pousse les gens, il leur tire ce qu'ils doivent dire. Moi je trouve que c'est un modèle du genre, cette interview. Même à l'intérieur d'Europe 1, le retour d'Elkabbach ne fait pas l'unanimité. La presse a-t-elle un avis plus mesuré? Réponse des principaux patrons de presse. Ce que m'inspire le retour de Jean-Pierre Elkabbach à l'antenne d'Europe numéro 1, c'est surtout le plaisir de retrouver un grand professionnel. Vous mettez à la place de Jérôme Bellet, vous voulez relancer l'antenne. Vous prenez le meilleur intervieweur de Paris. Il n'y a pas d'histoire, le meilleur intervieweur de Paris, moi je peux le dire parce que je l'ai remplacé, c'est Jean-Pierre Elkabbach. J'étais très surpris qu'il revienne à Europe 1 parce que c'est la radio de ses anciennes amours. D'autant plus surpris que la direction d'Europe 1 avait dit à la presse qu'il interrogeait en coulisses au début du mois de juillet qu'il n'en était pas question. Donc c'est vrai qu'à l'époque, Bellet ne devait pas arriver, Bellet est arrivé, mais c'est quand même curieux qu'une station change de fusil d'épaule comme ça. J'ai cru comprendre que Jérôme Bellet s'exprimait peu sur le sujet. Mais je crois que c'est une bonne chose pour Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, depuis maintenant très longtemps, je crois qu'il est revenu à Europe en 82, 83, est très attaché à l'image d'Europe numéro 1. Il fait partie des gens qui symbolisent un peu la station. C'est étonnant qu'il l'ait engagé dans la mesure où Europe 1 veut faire du neuf, et il prend un ancien pour faire du neuf, pourquoi pas, mais ça ne représente pas la modernité forcément. Quoi qu'il en soit, Jean-Pierre Elkabbach est aujourd'hui l'homme le plus médiatique d'Europe 1. Demain, une fonction de direction de la station serait peut-être l'une de ses ambitions. Non, pas du tout. C'est-à-dire quoi, pas du tout? Son ambition n'est pas d'être directeur de la station. Je pense qu'il l'a été, d'ailleurs. On ne fait jamais deux fois la même chose. Puis je le suis. Jusqu'à présent, le problème ne se pose pas. Vous ne craignez pas pour votre place? Pas du tout. Mais c'est pas qu'il l'ait engagé, de toute façon, vous savez. Non, on n'inventera pas un problème qui n'existe pas. Il n'existe pas. Alors on dit beaucoup, Bellet est arrivé, on dirait Zorro, hein. Bellet est arrivé. C'est un peu ça, mais j'y peux rien. Ça fait aussi partie de la réputation. Que voulez-vous, à chaque fois que j'ai changé de fonction, et c'est vrai que j'ai changé beaucoup, j'ai fait tout dans ma carrière, tout. Il ne me manquait qu'Europe 1, et j'ai dirigé des rédactions, des stations un peu partout, souvent bien sûr dans l'urgence, puisque c'est ma spécialité, à chacun sa spécialité. Vous, Elkabbach, c'est l'interview, moi c'est la création, la conception, la direction de chaînes ou de stations. Bien entendu, à chaque fois que j'ai changé de fonction, c'était toujours dans l'urgence. Et parfois, vous passez peu de temps quand même dans une maison. Oui, parce qu'on vient me chercher rapidement. Et... Souhaitez-vous vraiment imposer d'autres voix? Et par le fait même d'autres têtes? C'est ça aussi la découverte. Oui, mais elles viendront. Il y a eu d'autres têtes. J'ai amené avec moi un certain nombre de gens connus, moins connus. Field est parfait pour participer à ce type d'équipe comme les Elkabbach dans un autre genre, même s'ils n'ont pas d'atome crochu. Mais c'est avec ça qu'on fait des vraies équipes conquérantes, finalement. Et par exemple, une personne sur laquelle je compte beaucoup et que j'ai déjà pris à 2 reprises avec moi, qui est Yves Calvi, qui fait le matin à 9h. Vous y croyez? Interview, beaucoup. Vous croyez beaucoup à Calvi? Beaucoup. Calvi est un excellent intervieweur. Personne ne le connaît encore. Il est venu à RMC avec moi. Je l'ai amené à LCI où il a été identifié instantanément. Et je pense que c'est exactement la même chose sur Europe. Je crois à des gens comme ça, vous allez voir. Je parie que dans quelques années, il aura sa notoriété évidente. Giordano, connue, Isabelle Giordano par la télévision. Elle représente un type de femme jeune, nouvelle. Et il faut la faire un petit peu, un style radio, un type d'émission. Mais je crois ferme à ces gens-là. Vous allez voler des vedettes de la télévision
pour les installer à la radio? Je ne les volerai pas en tant que vedette. Je prendrai les gens qui, à mon avis, correspondent... Ont du talent. Voilà. Je vous propose, Jérôme Bellay, notre revue de presse. Le plus étonnant de ces dernières semaines, la déferlante Picasso dans tous les journaux du monde, reprise aujourd'hui à la une de Télérama. Raison de ce raz-de-marée, l'exposition remarquable des portraits du maître au Grand Palais. Picasso dans le parcours mouvementé de ses grandes amours, avec Le Rêve, qui représente Marie-Thérèse Walter, la Lolita blonde qui avait 15 ans à leur première rencontre, La femme qui pleure, hommage à Dora Maar, photographe, la compagne des années dramatiques, celle de la guerre d'Espagne et de l'occupation allemande, La femme fleur, l'élégance de Françoise Gillot, qui lui donna 2 enfants, Paloma et Claude, et fut la seule à le quitter. Grand profil, image en courbe de l'hiératique Jacqueline Roch, qui fut sa muse dans les 20 dernières années de sa vie, et un autre portrait, pour terminer, un autoportrait, Picasso 9 mois avant sa mort, admirable épreuve du miroir. Autres éléments évidents de cette revue de presse d'octobre, les anniversaires. Les 10 ans d'abord de CB News, un numéro spécial lourd en pages publicitaires. On n'aura jamais vu tant d'annonceurs assemblés dans un même journal. Les 25 ans ensuite de Stratégie, qui nous offre à retrouver les événements médiatiques les plus marquants de ce dernier quart de siècle, du 8 octobre 71 à aujourd'hui. Les 30 ans enfin du magazine littéraire de Jean-Claude Fasquelle et Jean-Jacques Brochier, un inventaire de la pensée moderne. Ce hors-série nous fait un peu moins ignorants. Signalons enfin la parution de 2 nouveaux magazines, Les Clés de la vie quotidienne, véhiculées par ce premier numéro d'un mensuel qui se veut différent, Quo. Découvrez ce sondage, 84% des Français avouent mentir régulièrement. Le mensonge comme une élégance, vous y croyez? Pas nous. Le Chroniqueur, lui, est un mensuel culturel. J'ai noté dans ce magazine un excellent entretien avec Elie Wiesel. Bonne chance à tous. Et maintenant, la plus mauvaise nouvelle médiatique de la semaine, l'arrêt, hélas imposé, de la revue de presse d'Yvan Levaille qui, sur France Inter, rassemble chaque matin les auditeurs. Vraiment dommage. Une erreur, Jérôme Bellay? De faire partir Yvan Levaille? Oui, sans doute. Je ne connais pas le contexte absolu. C'est vrai que dans la position dans laquelle il se trouve, dirigeant un journal et ayant une autre tribune, elle est difficile. Je ne crois pas, moi non plus, aux gens qui font tout, qui se dispersent. Il y a des types de responsabilités qui sont parfois incompatibles. Ça, c'est une chose. Qu'il quitte France Inter ou Radio France, c'est autre chose. Vous seriez tenté de l'engager? Yvan Levaille? Pour faire une revue de presse, simplement la revue de presse? J'ai une revue de presse qui commence lundi avec Grossior et donc la place est prise. Donc, départ tout à fait convenable pour vous, espoir d'une véritable réussite. D'ailleurs, vous ne partiriez pas sans savoir que vous allez réussir. Hein? Certitude, je préfère partir. Moi, j'ai certitude, je le répète, je suis très, très confiant, ça surprend beaucoup. C'est une véritable révolution, c'est même une révolution, à mon avis, beaucoup plus importante qu'on ne l'imagine. Il fallait la faire, elle surprend. Mais elle portera ses fruits. L'essentiel est d'attendre un peu, d'être patient. C'est une véritable révolution, donc vous méritez le titre de casseur. Non, casseur... un casseur, celui qui détruit et invente. C'est un terme négatif. On peut dire, je ne vois pas pourquoi. J'ai réussi France Info, j'ai réussi LCI, pourquoi je ne réussirais pas... je ne réussirais pas Europe 1. Je ne vois pas pourquoi je suis traité de casseur. Non, j'aurais dû dire un décideur. Oui, si vous voulez, ça n'est pas la même chose. Heureusement que tous les décideurs ne sont pas des casseurs, sinon les entreprises... Jérôme Bellay, pour terminer, combien de temps allez-vous rester à Europe 1? Le plus longtemps possible. Vous en êtes sûr? On n'est jamais sûr de rien. Donc vous êtes sûr de réussir? Voilà. Merci Jérôme Bellay. Merci. La goélette Taratata a changé de capitaine. Alexandra Kazan, que je recevrai dans un instant, a pris la barre de cette embarcation dont Nagui est encore l'armateur. Olivia Delpo en a visité les coulisses en compagnie d'un passager, même pas clandestin, Michel Fugain. C'est bon, que c'est doux, que c'est fou, que c'est bon tout ça. Hey, faut lancer, avancer, 140e édition de Taratata, l'émission musicale au succès d'estime unanime, a commencé par les chanteurs et les musiciens qui s'y sentent bien. Ces deux-là aussi étaient faits pour s'entendre, Alexandra et Taratata, une histoire qui commence ce jour-là depuis à peine 8 numéros et qu'elle aborde avec curiosité, spontanéité et tout de même une certaine angoisse. J'ai pas des réflexes de journaliste,
Même parfois, j'ai l'impression d'être indiscrète parfois quand je pose des questions, alors que finalement c'est le jeu, quoi. Non, je me sens pas journaliste, je me sens un être humain qui est curieux d'un autre être humain, je sais pas. Non, je me sens pas journaliste. Je n'ai pas de formation, a priori. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai si peur et que je traque autant avant de démarrer. Je pose les questions comme je les sens, mais sans technique. Enfin, si tu peux dire tout ça dans le micro, ça m'arrange. La griffe, la patte, la couleur, un des pères et sans doute un peu de l'âme de Taratata, Gérard Policino, le musicien et le réalisateur surdoué et surtout grand complice de Nagui, désormais producteur de l'émission. Au début, c'était psychologiquement un petit peu douloureux entre guillemets parce que ça fait 3 ans qu'on faisait cette émission avec Nagui. Ça fait 10 ans avec Nagui qu'on travaille sur d'autres choses, donc on a des habitudes, une complicité qui s'est installée depuis le début, donc en fait sans se parler on se comprend tout de suite. Avec Alexandra c'est un petit peu différent, il faut simplement lui dire ce qu'elle doit faire, d'être un tout petit peu plus avec elle pour lui expliquer des choses, mais on a démarré du jour au lendemain avec elle, avec 200-300 personnes dans la salle, et elle est rentrée complètement dans le jeu de l'animatrice, sans faire du Nagui, mais en faisant du Alexandra Kazan et en apportant son petit côté féminin. Elle a un problème, elle ne sait pas montrer les disques tout en parlant. Alors, elle monte les disques, mais ça reste entre nous, je vous dis. Elle ne sait pas faire les deux choses en même temps. Et de ce côté-là, il faut qu'on lui donne des petits cours, mais sinon tout va bien, quoi. Comme de Solancy, je ne vous saurais que trop vous recommander de l'acquérir. Plaisanterie évidente entre Alexandra et le réalisateur, et ne serait-ce que pour vous faire mentir, monsieur Policino, car vous l'avez constaté, Alexandra peut désormais présenter un disque et parler en même temps. Tout est question de temps, à commencer par la complicité avec le public, un public d'autant plus exigeant qu'il est passionné de musique, sans doute attaché à Nagui, mais assurément sous le charme. Parce qu'ils ont entendu dire que sur cette émission, il n'y avait pas meilleur public. Ça va venir. Pareil, Alexandra va de plus en plus parler au public. Il faut que ça s'y prête aussi. Ça dépend des invités. Il y a des invités qui s'adressent directement au public. Et Alexandra va le faire, c'est évident. Les gens sont prêts pour ça, attendent ça. Alexandra, là, elle débute, donc c'est sûr que la dynamique des interviews n'est pas la même. L'humour non plus, l'humour de Nagui très spécial, caustique, tout ça. Bon, puis les questions qui sont peut-être un petit peu plus féminines, moins orientées, enfin. Mais sinon, là, on sent qu'elle progresse. 10, 9, 8. Moi, je lui dis courage, très simplement. Et on est avec elle. Il faut qu'elle sache plus de choses. N'oublie pas, Alexandra, que la musique, ça sent toujours un peu la bière. 5, 4, 3. L'audience de l'émission n'a pas chuté depuis la rentrée. Tous sont persuadés qu'Alexandra est le bon choix. Et il est vrai que l'on n'est exigeant que vis-à-vis de ceux en qui l'on croit. Michel Fugain vous disait, le spectacle, ça sent toujours un peu la bière. Cela voulait dire qu'il fallait privilégier l'ivresse. Je ne sais pas. Vous ne l'avez pas compris. Faisons une étude de texte. Je ne sais pas. Non, parce que j'ai tenté moi aussi de comprendre. En tout cas, vous n'êtes pas journaliste, Alexandra Kazan. Non. Et cela vous gêne puisque vous en parlez? Non, ça ne me gêne pas. C'est simplement que j'ai le sentiment... Vous savez, quand vous jouez, je me sens beaucoup plus comédienne. J'ai travaillé, donc il y a ce qu'on appelle la technique. Et quand on sent que ça glisse un peu, on peut toujours s'appuyer sur une certaine technique. Alors que c'est vrai que là, je pars à l'aventure avec beaucoup de curiosité. Je suis très contente de faire Taratata, mais il y a des moments où j'ai vraiment l'impression de... c'est pas évident, parfois vous posez des questions et vous avez l'impression que votre question, elle est vraiment très très bien, très au point, et on vous répond oui, ou non. Bon, alors à partir de là, il faut trouver les bonnes questions qui font que l'invité a envie de se confier à vous et de parler. Mais pourquoi dire que sans arrêt que vous avez le trac? Mais parce que je l'ai. Ça vous rassure, c'est une manière d'exorciser. Je crois. Ah, je ne sais pas. Non, je suis assez tendue avant de démarrer. Non. C'est assez excitant. On a le trac, mais c'est amusant aussi. Vous êtes musicienne?
C'est proposer la question, ça veut dire quoi? Oui, c'est-à-dire, vous jouez d'un instrument, vous lisez normalement la musique. Je ne lis absolument pas normalement la musique, non. Et vous chantez normalement, en revanche? Je ne sais pas normalement. Qu'est-ce que ça veut dire normalement? Non, mais c'est vrai, parce que vous préparez un tour de chant pour bientôt. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas encore su choisir entre la comédie, la chanson, la télévision, c'est-à-dire entre le théâtre, le cinéma, le petit écran. Bah justement, non. Il faut être boulimique. Non, moi, je vous encourage à être boulimique. Moi, je pense que ce sont des aventures différentes et tout aussi intéressantes. Et pourquoi ne pas les tenter? Pourquoi se cantonner à un rôle spécifique? En plus, de plus en plus de gens maintenant font de plus en plus de choses. Au départ, on me disait, quand j'ai démarré la télévision à Canal+, on me disait « Oui, mais maintenant, ta carrière de comédienne, tu vas être cataloguée, tu pourras plus jamais faire de films. » J'ai jamais autant tourné que quand je faisais la météo sur Canal+. À tel point qu'à un moment donné, c'était devenu impossible et j'étais obligée d'arrêter. Après, on m'a dit que je ne ferais jamais de théâtre. J'ai fait du théâtre. Après, on m'a dit que la chanson, on n'allait jamais me prendre au sérieux. On verra bien, on verra bien. Là, il y a les gens qui parlent, il y a les gens qui font les choses. Mais là, vous tournez Moi, avec je préfère faire les choses. Vous tournez avec Serge Moati. Je vais tourner avec Serge Moati, oui, un téléfilm pour TF1. C'est comme une suite, non? C'est une suite. Nous avons tourné il y a un an un téléfilm qui s'appelle Tendre piège, l'histoire d'un jeune homme qui rencontre une jeune femme, ma pomme, et au bout de 8 jours, on décide, comme ça, c'est un pari fou, on décide de se marier. De relever ce défi, au bout de 8 jours. Vous pensez que c'est possible, ça, de se marier au bout de 8 jours? J'aime beaucoup l'idée. Ah oui, je trouve que c'est terriblement romantique, c'est un... Allez, on y va. On y va. On ne se connaît pas, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas, on ne sait rien, on y va. On y va. Deuxième scénario, contraire alors. Alors le deuxième scénario, c'est un mois de réflexion, c'est-à-dire 10 ans se sont écoulés et il y a une certaine lassitude qui s'est installée dans ce couple et donc voilà, c'est ce qu'on va tourner. Alors je reviens à Taratata. Comment regardez-vous cette émission? Elle est quoi pour vous? Elle est un divertissement, elle est un élément de culture, elle est une chance pour Alexandra Cazan de bondir, d'avoir une envolée? En ce qui me concerne, je ne le mesure pas en termes d'envolée. Ça m'amuse de le faire. Je crois que je le fais parce que vraiment, j'ai l'impression... C'est comme un exercice de style différent. Voilà. Je trouve... très privilégiée d'avoir tout à coup pour moi toute seule des gens comme Sylvie Vartan, des gens comme Joe Cocker qu'on reçoit très prochainement en face de moi et je peux leur poser toutes les questions que je souhaite leur poser. Je trouve ça assez luxueux, assez privilégié. Maintenant, en termes d'envol personnel, je ne sais pas, je ne fais pas du tout ce genre de calcul. Un jour, Alexandra, vous chanterez dans votre émission, dans Taratata? Oui, j'espère bien, oui. C'est une des conditions même. C'est vrai? Vous l'avez imposé? Non, je n'ai pas imposé, mais c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé avec Nagui et que je lui disais qu'à un moment donné, d'aller voir tous ces chanteurs quitter le petit podium où on se trouve pour aller rejoindre les musiciens et chanter et que moi je reste avec mon micro à attendre, il y a un moment où ça va devenir très très frustrant pour moi et c'est pas du tout exclu que j'aille chanter, oui. Alors à la radio, on consacre également beaucoup de temps à la chanson. Sur France Inter, on le sait, la chanson a ses terres d'accueil. Et il y a l'émission de Jean-Louis Foulquier, Pollen, qui est de ce point de vue tout à fait exemplaire. Reportage de Bertrand L'Aiguillon. Pollen, c'est un endroit de convivialité où on peut y retrouver et des talents confirmés et les talents de demain, ceux qui resteront, je crois. Le saxophone de Gato Barbieri, c'est l'empreinte musicale des soirées de France Inter depuis que le fumeur de pipe de l'année 96 y présente Pollen. L'émission en public est devenue hebdomadaire cette année car l'homme des francopholies anime aussi sur France 3 la version filmée de son émission radiophonique Captain Café. Comme sur Inter, l'ambiance se veut conviviale, le timbre intimiste de cet ancien chanteur de cabaret vient rythmer les paroles des valeurs sûres ou moins sûres de la chanson. Une formule qu'il pratique avec conviction depuis 31 ans. Maïté Adam, Jean-Louis Foulquier, c'est Pollen, salut. Pour moi, il me fait penser à un marin qui fait le tour de la France avec son petit bateau, même si des fois il va en terre. Et puis il pêche à la ligne, et puis il pêche des groupes, des nouveautés, des groupes connus, des vedettes.
découvre que ce qui existe. Donc, mais il y a des concours de circonstances comme ça qui font qu'à un moment donné, toi, tu peux donner un petit coup de projecteur sur quelqu'un qui va peut-être lui apporter le coup de pouce essentiel. Merci. J'ai vu Jean-Louis sur des scènes, devant des scènes, dans les coulisses et dans des bistrots à Montréal et à La Rochelle. À partir du moment où je rencontre des artistes en qui je crois, j'essaie d'être le fidèle le plus longtemps possible. Et je te dis reviens maintenant, c'est mon tour de t'offrir le voyage pour les Galapagos. Et je te dis reviens, on s'en va mon amour, recoller du soleil sur nos ailes d'albatros. Ne me lâche pas, j'ai mon train qui déraille. C'est plus un animateur à mon sens qu'un intervieweur. C'est-à-dire il aime bien quand l'artiste il donne un petit peu, il se projette et il aime orienter le débat. Et pour moi Jean-Louis Foulquier c'était quand même le grand monsieur quoi. Mais pour moi ça l'est toujours parce que c'est un peu dur de dire que c'est une institution parce que tu sais ça fait genre toi, mais je crois que c'est vraiment le mec qui s'est battu toute sa vie pour la chanson française. Il faut foncer, quoi. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, par exemple. Ouais, ça, c'est un avis que tu partages complètement, hein, Fred Blondin. Oui, c'est-à-dire que si c'était pour faire une vedette, j'aurais arrêté avant, quoi. Ça, toutes les émissions se ressemblent. D'ailleurs, Taratata, c'est un peu un pollen filmé, non? On fait tous ce qu'a fait dans le temps Jean Nohain, Guy Béard et bien d'autres. Après, c'est la personnalité de l'animateur et son choix artistique qui va faire la différence. Mais le cadre, il est souvent le même. Alors à la prochaine, avec d'autres artistes à découvrir. Salut! C'est vrai, Jean-Louis Foulquier a découvert énormément de jeunes talents. Mais en revanche, Taratata, on ne pourrait pas dire que c'est un tremplin, parce que vous accueillez quand même des talents confirmés. Vous ne prendrez pas le risque un jour de présenter des jeunes qui n'ont pas encore tenté l'aventure. On a les nouveaux agitateurs de talent où on donne comme ça, c'est un petit tremplin pour des jeunes qui n'ont pas encore de maison de disques et les téléspectateurs en votent selon leur appréciation. Donc ça c'est déjà, c'est quelque chose, mais vous savez, l'émission n'est pas figée, les choses bougent aussi. Là on a ce nouveau rendez-vous. Je trouve que c'est une manière, c'est une petite vitrine pour des gens qu'on ne connaît pas du tout, de se faire connaître. C'est quelque chose aussi. On va faire maintenant, Alexandra Cazan, un petit signe d'amitié à l'ami Georges Brassens. Lui aussi nous a quittés, comme Thierry Luron d'ailleurs. Il y a 15 ans, je l'avais reçu, et je vous offre un petit moment du Grand Échiquier où on retrouve d'ailleurs Lino Ventura, César, Raymond DeVos, mais surtout pour penser à Georges Brassens. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuat, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de bord, les copains d'abord. Salut Brassens, simplement un signe. Y a-t-il un Brassens aujourd'hui, Alexandra? Mais vous me posez des questions, je ne sais pas. Il faudra savoir répondre à ces questions-là. Lorsqu'on est à la barre de Taratata, une émission aussi prestigieuse. Un Brassens, c'est irremplaçable. Pourquoi un Brassens aujourd'hui? C'est comme si vous me disiez, est-ce qu'il y avait un Prince hier ou est-ce que... Je sais pas. Il y a des gens différents, il y a des gens qui font d'autres choses, d'autres genres de musique. Je crois que c'est une époque, Brassens.
C'est incroyable, ce monsieur qui arrive comme ça, qui a aucun stylisme, aucun. On a toujours l'impression qu'il est là par hasard, et il se trouve qu'il est là, mais que par moment, on a l'impression qu'il n'est pas tout à fait sûr que. Qui ne joue que quelques notes à la guitare. Mais oui, c'est un personnage complètement unique et étonnant. C'est d'ailleurs grâce à des gens comme lui ou Moustaki que j'ai voulu que ma grand-mère m'achète une guitare et prendre des cours. Maintenant, aujourd'hui, des gens comme Brassens, il y a d'autres choses, c'est une autre époque. Bon, vous n'avez pas pensé à Brassens, mais en revanche, vous avez pensé à Brel, puisque vous allez consacrer une émission à Brel, je crois. Oui, absolument. C'est bien la preuve que ces gens-là ont terriblement marqué leur époque. Mais oui, bien sûr, mais je ne vous dis pas le contraire. Brassens, Brel sont des gens qui sont uniques et remplaçables et qui ont évidemment marqué leur époque. Mais bon, maintenant, il va y avoir autre chose, d'autres gens qui peut-être... je ne sais pas, les arrière-petits-enfants les porteront au pinacle en disant « Ah, voilà, maintenant, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour remplacer cette... » Je ne sais pas s'il ne faut pas être passéiste. Pour que l'émission dure très longtemps, je parle de Taratata, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup d'interprètes de très grand talent. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je souhaite aussi. Et puis vos prochains rendez-vous, Joe Cocker, je crois. Joe Cocker, Lionel Richie, oui. Et puis bientôt Brel, que j'attends avec une très grande impatience. Avec des gens comme Florent Pagny, Alain Bachung, qui vont venir leur rendre hommage. Et puis bientôt, votre film avec Serge Moati, en attendant l'invitation qui va venir de Coppola. C'est bien cela? Oui, c'est à peu près ça. On peut résumer ça comme ça. Alexandra Cazan, merci. Merci à vous. Ce prochain vendredi, les équipes de Faut pas rêver, l'émission mythique de fin de semaine, nous proposent une nuit d'évasion en terre jordanienne. Nous serons à Petra, magnifique rêve de pierre, cité de légende, bâtie il y a 2000 ans au carrefour des caravanes. Reportage de Denis Bassompierre et Michel Marion. Petra, Jordanie. Un voyage, un rêve, réalisé par l'équipe de Faut pas rêver. Sylvain Augier est là, accompagné de son invité, l'écrivain Michel Lebris. L'un est émerveillé par l'endroit, l'autre à la connaissance du lieu. Cette émission est une véritable plongée dans l'histoire de notre civilisation. Tous sont là. François Jacquel, le rédacteur en chef, et le producteur Georges Pernou. Un Georges Pernou qui veille à chaque détail en compagnie du réalisateur Yves Barbara. Ça, c'est aucun problème. Mais quand tu vas arriver, quand tu vas avoir ta caméra derrière eux... Je vais faire deux plans. Je vais faire un plan de dos où il n'y a rien et puis un plan de devant quand ils arrivent devant. Et j'ai mon montage. D'accord. Pas le choix. Est-ce que vous êtes fasciné par ces routes du futur, par la science-fiction? Ah non, mais moi, quand j'étais gamin, je dévorais ça. J'ai la collection complète de fiction, de galaxies, de satellites. Ah oui. Puis je suis resté un passionné. 5 jours de tournage pour une émission de 90 minutes. Sylvain Augier et Michel Lebris nous font aimer l'endroit et toujours l'homme de l'ombre qui veille, Georges Pernou. C'est un amphithéâtre qui a la forme des cirques romains, mais qui n'en est pas vraiment, n'est-ce pas? Non, il a été construit par les Nabatéens au début de notre ère, avant que les Romains arrivent ici. Ils se sont sûrement inspirés des modèles romains qu'ils ont pu découvrir, parce que c'était des commerçants, des marchands qu'ils ont pu découvrir à Rome. Mais il n'est pas construit, celui-là, comme les Romains le faisaient. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'ils l'ont creusé. Le téléspectateur de France 3 découvrira les reportages habituels de l'émission, mais il partira aussi à la découverte de cet univers qui a servi de décor pour une scène des aventuriers de l'Arche perdue. Sylvain Augier, pour la grande nuit de Faut pas rêver, vendredi prochain, vous avez choisi cette cité de pierre, cette légendaire ville et ce carrefour des caravaniers arabes, c'est extraordinaire, Petra, c'est fabuleux. dans le désert jordanien. Ouais. Oui, et puis c'est un peu l'image de ce que François Jacquel et Georges Pernou avaient envie de faire, donner cette idée de nomades qui un jour se sont arrêtés, un peu comme nous qui, dans cette émission, n'en faut pas rêver, nous voyageons tout le temps. Là, nous nous arrêtons l'espace d'une nuit dans une cité qui est effectivement comme un rêve, comme une Atlantide oubliée pendant des siècles. Hein. Mais qui a choisi d'aller à Petra ? Vous connaissiez ces rochers, ces grottes, ce grès rose superbe? Nous avions déjà tourné un reportage grâce à l'une de nos équipes. Je crois que tout le monde avait envie d'y aller et la décision a été finalement prise par François Jacquel qui avait envie. Frédéric Désert aussi a beaucoup poussé à la roue pour y aller et on était tous d'accord, pour être honnête. C'est une cité qui a été enfouie pendant 2 siècles à peu près, parce que personne n'en avait vu la trace. Voilà, elle a été redécouverte, ou plus exactement... il y a 2 siècles. Oui, 1812, par un jeune explorateur suisse, Burckhardt,
qui a pu y rentrer presque clandestinement, déguisé en musulman, avec la barbe, parlant arabe, etc. Il a vu cette cité quelques heures, seulement quelques heures, et il est revenu en disant « j'ai vu l'Atlantide ». Et 20 ans après, 2 autres Français y sont allés, et là on a pu commencer à y aller. Alors près de vous, Michel Lebris, oui. Vous l'avez invité, comme vous invitez dans « Faut pas rêver », une personnalité. Vous l'avez choisi pour quelle raison? Parce qu'il a écrit La belle aventure de Stevenson, parce que c'est un... Oh, il a écrit tant de romans. L'homme aux semelles de vent, moi je l'avais connu par L'homme aux semelles de vent. Oui. Et puis il a créé il y a 7 ans ce festival merveilleux qui s'appelle Étonnant Voyageur à Saint-Malo, 6 mois avant que Faut pas rêver ne démarre d'ailleurs, et qui est un carrefour formidable de gens qui aiment l'espace, les routes. Le thème de l'émission est basé sur les routes. Et je trouve que Michel Lebris s'applique parfaitement à cette idée de la route qui commence quand un homme met ses pas dans ceux d'un autre. Et pendant cette nuit, vous allez faire une sélection des 6 ans de Faut pas rêver Ouh, ça ce serait dur parce qu'il y a 850 reportages qui ont été tournés. Une sélection de combien alors? D'une trentaine. Ça dure jusqu'à 6 h du matin. Il fallait bien faire une sélection. C'est difficile quand vous en avez 800 à votre disposition. Et nous avons essayé de choisir des reportages qui tiennent à la route d'une part, qui tiennent aussi compte du fait que beaucoup de téléspectateurs nous écrivent en nous disant « j'ai loupé tel reportage, est-ce que vous ne l'éditez pas avec des cassettes ?» Là, on leur dit « faites tourner votre magnétoscope ». Alors vous le savez, les nouvelles chaînes de télévision viennent à l'inverse. Récemment, il y a eu l'inauguration, la première de Teva, la chaîne des femmes. Vous connaissez la chaîne du voyage? J'en ai entendu parler. Oui, c'est une chaîne de télévision. Elle fait partie du bouquet numérique de Canal Satellite. Regardez, reportage de Christine Lenief. Please proceed to gate number 5 for immediate boarding. C'est ici, dans cet immeuble d'Issy-les-Moulineaux, que Voyage, l'une des dernières nées des petites chaînes du câble et du satellite, a pris ses quartiers. Nous sommes loin du luxe des grandes chaînes. Ici, pas de gros moyens. Le budget ne dépasse pas 40 millions de francs, mais de l'expérience. Voyage appartient à Landmark, un groupe américain qui a déjà lancé Travel, un réseau de chaînes de voyage diffusées dans plus de 40 pays différents. D'être dans le réseau des chaînes Travel, c'est d'abord un avantage, un gros avantage qui fait qu'on bénéficie à la fois de l'expérience sur cette thématique du voyage et puis, je dirais, d'une synergie en production et en achat de programmes, puisqu'on a démarré aussi avec une partie importante de programmes de la banque d'images de Travel qu'on a traduit. Et maintenant, on est plus à même de produire des programmes de sensibilité française. La chaîne diffuse 13 à 16 heures de programmes quotidiens. Des documentaires réalisés à l'autre bout du monde ou en France. Voyage explore toutes les formes de tourisme et de loisirs. Elle a fait appel également à de grandes signatures. Michel Polac, Jacques Lanzmann, Jacques Meunier, l'ethnologue, pour découvrir les peuples du monde, et tout récemment André Berkoff et Macha Béranger, pour un voyage à travers les palaces, les grands couturiers, bref, les clés du luxe. Tous les palaces ont un restaurant gastronomique de grand prestige, tant par la carte que par le décor. Et vous pouvez venir et célébrer des fêtes, des dîners d'amoureux. Ce sont forcément des voyages que d'aller rencontrer, d'aller visiter des couturiers, des grands parfumeurs, des grands instituts de beauté, bien sûr des palaces, parce que dans chaque endroit, on découvre, c'est comme un pays, on découvre la petite chose qu'on ne connaît pas, la petite broche qui n'est pas forcément chère, le petit cendrier qui est ravissant, et puis le paquet vaut souvent ce que l'on a acheté. Et puis aussi, c'est une balade au cœur du luxe, même si on n'est pas acheteur, on est visiteur. Et le luxe, c'est se promener un petit peu hors du temps. Eh bien, ensemble, nous allons entrer dans un palace. Et en fait, dans tous les palaces du monde. Le but de ma chronique, c'est de faire état des palaces. Mais pas des palaces par leur luxe, mais des palaces par leur histoire mythique. Vous savez que les palaces reflètent la mémoire de ce siècle. Et en général, je parle des hôtels, en activité bien sûr, qui existent depuis le début du siècle. Et on y voit passer tous les fantômes de l'histoire, les fantômes amoureux, les fantômes politiques, les fantômes des stars. Et c'est un superbe miroir qui réfléchit. Outre les chroniques et les documentaires, Voyage diffuse et produit tous les jours à 18 h, 1 heure d'émission en direct, animée en alternance par Martine Chardon et Gérald Debris. Une émission qui part à la découverte d'une région autour d'un invité, avec des rubriques comme les bons plans pour partir au meilleur prix. Toutes ces rubriques, même celle de Jean-Luc Petit-Renaud, se retrouvent sur Internet, un service réservé aux abonnés de la chaîne. Même les reportages y sont résumés, un moyen de rêver tout en restant pratique. On est quelque part aussi un guide, ce que ne sont pas des émissions forcément qui sont sur un autre concept, sur une autre approche, comme Faut pas rêver par exemple, ou Thalassa,
des émissions sur la 5e, le matin notamment, sur la découverte. Voilà, donc on est à la fois, on montre des images de rêve, d'évasion, et en même temps, on est un guide. La chaîne du voyage, donc, vous avez, vous, Sylvain Augier, ce goût de l'évasion. Je vous vois très bien dans une chaîne comme celle-là. Ah bah j'aime bouger, oui, j'adore, évidemment, j'adore le mouvement, je dirais même que je ne tiens pas en place. Mais bon, pour l'instant, je suis sur Faut pas rêver et tout va bien. Et puis, ce qu'on fait avec la carte au trésor, ça nous fait bouger aussi, vous savez. Enfin, un accident, il y a 7-8 ans, aurait pu interrompre le cours de vos ambitions. Or, vous avez ça aurait pu interrompre le bonhomme tout court, d'ailleurs. Le bonhomme tout court. Oui. Et vous avez tout repris, le parapente. Oui, Pourquoi? Parce qu'il fallait? Non, parce que j'aime ça. Parce que c'est comme une passion, c'est comme une fille qui vous quitte, vous l'aimez comme un fou, vous lui en voulez naturellement, et le jour où elle vous fait signe, vous repartez, vous y revenez, c'est la même chose. Vous êtes mis également à l'hélicoptère? Oui, ça après, ça c'était ma revanche. Ouais. Sur mon lit d'hôpital, quand j'étais sur mon lit d'hôpital, je me disais, je remarcherai, ensuite je referai de la télévision, et après je passerai mon brevet d'hélico. Et le parapente, c'était naturellement, ce sera dans la foulée, c'est le cas de le dire. Les études que vous avez su faire ne vous conduisaient pas normalement à la télévision, vous avez fait Sciences Po? J'étais parti pour échouer complètement. J'ai fait droit et Sciences Po, j'ai passé l'ENA. Oui, vous étiez admissible d'ailleurs à l'ENA. Oui, et heureusement, je l'ai raté. Ah oui. Sinon, je ne sais pas ce qui sera devenu de moi. Ça aurait été l'horreur. Je suis très content d'avoir échoué dans cette voie-là. Oui. Alors pourquoi avoir choisi la télévision? Parce qu'on s'y amuse, parce qu'on y fait des rencontres toujours intéressantes, passionnantes. Et puis je crois qu'une passion, ça ne se commande pas. À 10 ans, on m'a offert un transistor. Et je m'étais dit, mais à 10-11 ans, moi aussi, je ferais ce métier-là, parce que dans ce métier-là, ça ne donne pas l'impression qu'on travaille. Ce qui est un peu faux d'ailleurs. Mais j'avais envie de faire ça. Et ça a commencé par la radio. Et après, tout s'enchaîne. On grimpe les escaliers marche par marche. Bientôt une nouvelle série de la carte au trésor. D'ailleurs, très vite. Je crois que c'est le 5 novembre. Le 5 novembre, dans le Briançonnais, oui, avec des médaillés olympiques. Non, mais le 5 novembre à l'antenne. À l'antenne. À l'antenne, oui. Mais ça se passe dans la région de Briançonnais, c'est ça que je veux dire. Et ensuite, ça viendra tous les mois. En attendant l'été, où là, vous viendrez. Ça reviendra hebdomadaire. Toutes les semaines. Voilà. Alors, je crois que votre enthousiasme est intact. Vous avez cette lucidité. Et puis, je ne sais pas, cette sagesse peut-être qui vous a été donnée par le drame que vous avez vécu? Ou bien vous étiez comme ça? Non, oui, non et oui. J'avais d'abord des bases familiales qui m'ont appris les vraies valeurs, je crois. On m'a appris tout simplement qu'il y avait des choses importantes et d'autres qui ne l'étaient pas. Et les feux de la rampe ne sont pas les valeurs essentielles. Ensuite, d'avoir une famille et une vie privée équilibrée, ça joue certainement beaucoup. Et aussi, certainement, de passer 2 ans, tout compris, entre l'hôpital, la chaise roulante, les béquilles, les opérations, la rééducation, ça apprend à relativiser pas mal les choses. Oui. Et la chance d'un beau compagnonnage avec Georges Pernou. Oui, Georges Pernou, Michel Drucker, mais aussi Philippe Gildas quand j'ai travaillé avec lui. Pour l'instant, effectivement, on peut parler de Michel Drucker et de Georges Pernou avec qui je m'entends extrêmement bien. Vous vous mettez en parallèle parfois avec l'émission de Nicolas Hulot? Jamais. Vraiment jamais. Il travaille avec d'autres moyens alors, qui sont 15 fois supérieurs aux nôtres, dans un esprit tout à fait différent. J'aime bien le garçon tel qu'il est. On s'est connus, je vais dire, gamin à France Inter. Je crois que nous avons la même envie, la même curiosité, la même façon de bouger, mais certainement pas la même vision professionnelle des choses. Je ne me mets pas en parallèle avec Okavango, alors ça certainement pas. Dans Faut pas rêver, vous avez à chaque fois un invité, le choix est parfaitement subjectif. Ah ça alors, il l'est totalement. D'abord, tout est de ma faute, donc c'est moi qui... C'est vous qui choisissez? Oui. Ah oui, vraiment. Donc j'assume l'échec quand c'est le cas. Dois-je féliciter le jeune père que vous êtes? Parce que là, parce que vous défendez votre vie privée. Je le défends. C'est bien. Je ne suis pas traqué par des paparazzis, ça c'est sûr. Mais ne félicitez pas le jeune père, félicitez la mère, parce que le père, vous savez, il plante la graine et après il attend. Hein. C'est facile comme boulot. Mais oui, vous pouvez féliciter la maman d'avoir eu effectivement un fils il y a quelques jours. Oui. Moi, je félicite votre trajectoire, parce qu'en effet, on va vous retrouver donc vendredi, dans cette nuit tout à fait particulière de Faut pas rêver. Ça commence à quelle heure? 22h50. Et jusqu'à 6h du matin, avec l'enclave de Soir 3, bien sûr, du journal. Il faut manger la vitamine C ou faire tourner des bandes vidéo, parce que jusqu'à 6h du matin, il y aura de quoi tourner autour de la Terre, ça. Bonne nuit pour vendredi prochain, et rêvons ensemble. Merci. À bientôt, Jacques. Pour terminer, des images d'ailleurs volées à la télévision égyptienne. Tous les charmes de l'Orient. سلام لشعب وقف مع جيشه صبر وضحى بلقمة عيشه سلام لشعب وقف مع جيشه صبر وضحى بلقمة عيشه
ربط حزامه على آلامه صابر وقادر يملك زمامه في عز صبره وفي نور صيامه نده جدوده لحظة قاموا حالفين يا يستشهدوا يا يعيشوا بوطن عزيز تكبر أجياله. Sur cette comédie musicale égyptienne à grand spectacle, fin de ligne de mire, merci à nos invités, Alexandra Kazan, Sylvain Augier, Jérôme Bellet. Merci à vous tous qui avez su nous accompagner. Bonne journée, bonne semaine, à dimanche 13h.